Donc effectivement, on m'a laissé un message. J'avais postulé pour un contrat de courte durée, c'était 4-5 mois, 4 ou 5 mois à Bruxelles. Alors c'était à la European Institute for Southeast and Southeast Asian Studies, et qui était financé par la Commission européenne, la direction générale numéro 1. Et donc, je devais aller travailler là-bas. Le thème était très précis. C'était les valeurs asiatiques, Asian Values. Donc, j'avais avec moi une Allemande, Birgit Koenigmeier, et j'avais un monsieur qui habitait à Bruxelles, en Belgique depuis des années, qui était Paul Lim, mais qui était singapourien d'origine. Donc, on a un carnet de route quand même. Il faut travailler sur les valeurs asiatiques. Et il faut organiser, d'abord, il faut faire un rapport à la Commission européenne, que j'ai gardé, à la Direction générale 1. Puis, ensuite, il faut organiser un colloque avec des Occidentaux, des Asiatiques, politiquement corrects, autant d'Asiatiques que d'Occidentaux, les brancher là-dessus. Qu'est-ce que c'est que les valeurs asiatiques? Donc, on va essayer de regarder, de définir, de prendre les mots. Donc, Birgit est spécialiste de l'Inde, donc elle travaille sur l'Inde. Moi, je suis plutôt spécialiste de la Chine, et Pauline va se charger de l'Asie du Sud-Est, bien sûr, continentale et Insulinde. Donc, si on peut les séparer comme ça. Et où est Singapour dans tout cela? Donc, on va essayer de définir déjà les termes. Qu'est-ce que veut dire valeur dans telle langue, dans l'hindi, etc. On va rechercher dans le dictionnaire les définitions, puis ensuite, on va essayer de comprendre. Donc, chacun d'entre nous trois va aller contacter les collègues qu'ils connaissent. Sur la Chine, sur l'Inde, etc. Il y a Hong Kong, il y a Shanghai qui va venir. Et chacun va travailler, Yang Pao-Yun, qui était un collègue, va travailler sur le confucianisme. Qu'est-ce que l'impact du confucianisme comme valeur? C'est une valeur, c'est une morale sociale. Donc, qu'est-ce que le confucianisme dans tous les pays confucéens? D'autres vont travailler sur l'hindouisme. Et donc, en fait, l'idée était que c'était 95, l'Asie était en boom économique, surtout la Chine, et nous, on était quand même en déprime économiquement. Et la Commission européenne voulait essayer de comprendre pourquoi cette différence. Pourquoi l'Asie était en boom économique et pour nous, on était en déprime économique. Donc, ce sont les valeurs, ça pouvait être que ça. Donc, en travaillant là-dessus et en publiant là-dessus, on devait apporter notre petite pierre à la Commission européenne, tout en sachant que Singapour est confucéen, la Corée, le Japon, ce sont des pays confucéens. À l'époque, on avait encore les 4 dragons, Corée, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Et là, effectivement, qu'est-ce qui rapprochait ces 4 dragons? C'était le confucianisme. La Chine avait perdu son confucianisme, bien évidemment, d'abord en 1949 et après en 1966 à la révolution culturelle. Ça, les temples, moi je suis allée à Hsinchu, à Tufu, la maison natale de Confucius, il avait tout cassé, le cimetière, etc. Donc là, ils sont en train de vouloir retrouver Confucius, le remettre à la mode. Mais c'est pas si évident que ça. Mais enfin, bref. Donc, il fallait essayer de trouver pourquoi les valeurs... Alors, d'un côté, on le critique Confucius, mais maintenant, on veut le ressortir. Enfin, bon, c'était essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc, on y a passé 4-5 mois en organisant le colloque. Et après, on a choisi les articles les plus pertinents pour faire la publication de Asian Values, qui a été publiée à Curson, si vous vous souvenez. C'est là que j'ai rencontré Jonathan Price, un grand monsieur que j'aimais beaucoup, mais je crois que Curson a été absorbé par Routledge. C'est devenu Routledge Curson, si j'ai bonne mémoire. Et c'est là aussi que j'ai rencontré donc monsieur Jonathan Price, qui était venu en disant « Moi, je publie ça, ça m'intéresse ». Et il m'avait regardé et il m'avait dit « Madame, si vous avez autre chose, je prendrai. Je publierai. » Donc, en effet, quand j'ai repris entièrement ma thèse, là, dont je vais parler, j'ai été frappée à la porte de Curson. Mais Curson voulait quand même une préface. Donc, ça a été préfacé
Voilà. Donc ça, Bruxelles n'a pas été qu'une parenthèse. Hein. Ça a quand même il m'a aidé dans certaines démarches après, et puis m'a permis d'aller un petit peu plus loin sur la Chine. Quand je suis rentrée en 95, donc qu'est-ce qui arrive derrière? Je vais repartir chez Bouyouma, bien sûr. 96 et 97, j'arrive. Toujours, je descends du bus et je rentre dans ma ruelle. Et là, à droite, la deuxième maison à droite, c'était la maison du chef du village et sa femme, Namiko. Vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de noms japonais, hein. Namiko, Anako, etc. Quelques Puyuma quand même. Je vois Namiko dans sa cour et qui tâte pour marcher. Je la regarde de loin, elle ne me voit pas. Je me dis, mais elle est aveugle, Namiko, qu'est-ce qui lui arrive? Moi, j'étais partie en 13-14, et Namiko n'était pas du tout aveugle. Donc, je vais chez moi et je pose mes affaires. Bon, il y a toutes les ablutions à faire, les retrouvailles. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, bien sûr, je vais chez Namiko. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors elle me dit, je suis aveugle, pas très longtemps. Et puis ses deux filles sont infirmières à l'hôpital de Taitung, à la ville. Et elles me disent, elle a un nodule sur le nerf optique. Elles ont emmené leur mère à l'hôpital, bien évidemment. Elle a un nodule sur le nerf optique. Ils promettent que s'ils l'opèrent, elle va pouvoir recouvrir la vie, mais peut-être pas totalement, mais quand même. Et elle dit, c'est pas la peine que j'aille à l'hôpital. Il y a autre chose. Ce sont les esprits qui m'envoient un message. Namiko et Puyuma. Donc, je lui dis, écoute, Namiko, si ce sont les esprits qui t'envoient un message, il faut comprendre, il faut savoir qui c'est, il faut qu'on fasse la démarche. Donc elle me dit, je voudrais aller à Casablanca, qui est un autre village Puyuma, où il y a une femme qui vient de notre village, mais qui a épousé un Taïwanais et qui, elle, est devenue, excusez-moi, j'ai des tics, qui est devenue Tanki, c'est-à-dire les rituels de possession taïwanais. Et elle me dit, elle est réputée pour son diagnostic. Donc je lui dis, écoute, on va aller voir cette dame. Et on a pris rendez-vous, bien sûr. Et là, j'ai donc fait ce film, Le rappel de l'âme de Namiko, que vous allez avoir. Donc nous sommes partis à Casablanca. Effectivement, les pratiques de cette dame ne sont pas très chamaniques. D'abord, elle a un autel. Donc elle passe devant l'autel pour que les esprits descendent à travers les statues qui sont animées et qu'elle les incorpore, quoi. Elle devient possédée. Et là, elle passe à sa table de travail, qui est une table entièrement scotchée, parce qu'elle tape sur la table pour rythmer ses appels. Elle est très intéressante comme femme. On aurait dû travailler sur elle. Et Namiko est à côté, le diagnostic tombe, c'est Sam Quan, donc le fameux 10 premiers chamans, qui est un ancêtre à elle, qui a donc été chaman, qui t'a élu. Donc tu dois devenir chaman. Le diagnostic est clair.
tungkan mata. Aco. Ato kuma. Sok. Kemamuan. Kemampuan. Kemamuan. Aku tahu. Dinau. Tumut. Udah berkuat untuk kamu aco. Biar. Bio. Kansa. Beras. Pai kuma. Mei. Apa ni? Biar. Bi kuma. Beras. Aywa. Apa nak beras tu mah? Ay payan kuma kalusyukan. Aduh. Mei. Samay. Mis. Ha? Biniaw. Beras. Samay. Biar. Bini. Bini. Bini tu mah. Bini talamakitan. Tapalitiya. Oh. Nakaduyan ka mo. Surago saya ke rumah. Surago. Kalau baka-baka. Dan dah bakal dah mana? Orang sini. Kaya ka dito marani ta kana daw ay. To ayawan makan. Tumo kuma. Aywa. Ay mo. Hongya. Kanmo, kongke, kanmo. Okay. Kanya mo na nakaduyan no. Kan tu ape ka no. Kenjo batau. Ciko tu. Kansa. Ay, Oh, ciko ni. Yang padu dia. Moin ko kuma. ta kulat sa. Ya. Apo. Ay sakto ba aya? Nanuringon mo. Ay, wat mo ng tinabawan. Papa kau. Kay ko garang. Ah, Dawa. lalawaan basta man sempat. Ano sapat. Ay, malangay karon sa Ada sumpak sempat. kuma. Alors là, on repart toutes les deux, bras dessous, etc. Et je lui dis alors, Namiko. Alors on lui dit quand même, le problème est que Samkwan a emmené ton âme. Alors on a 3 âmes, des Tinabawan, mais on a aussi quelque chose d'autre là-haut, qui est le Paktaos, qui fait l'homme. Tao, l'homme, qui fait l'humain. Mais les Tinabawan, les âmes secondaires, peuvent s'en aller, on sait très bien, se promener, puis ça n'entraîne pas la mort, mais des perturbations. Alors, elle lui a dit qu'elle avait, c'était Tinabawan qui était parti se promener, qu'il fallait les rappeler. Donc, on a été voir le bambou ancien qui nous dit, il faut aller voir Siawan, qui n'était pas très loin, de toute façon, le village n'est pas grand. Donc, on a été, tel jour, on a été voir Siawan, voilà, et Siawan nous attendait. Et donc, Siawan va pratiquer le rappel de l'âme de Namiko et lui réinsuffler en faisant un corps de remplacement au-dessus de la porte pour dérouter en fait les esprits vers le corps de remplacement. Mais ça n'a pas marché malheureusement. Mais Namiko, je lui dis alors tu veux pas devenir chamane? Elle me dit mais je suis aveugle. Je lui dis mais tu n'as pas besoin de voir. Puisque tu n'as pas besoin de voir puisque tu es voyante. Donc tu n'as pas besoin de voir. Les esprits, c'est pas important que tu les vois, parce qu'ils sont là autour de toi. Elle me dit non, je ne peux pas faire ça. Donc effectivement, Namiko n'a pas voulu devenir chamane, donc elle n'a pas accepté d'aller à l'hôpital. Pourquoi elle n'a pas accepté d'aller à l'hôpital? C'est clair, parce qu'elle savait que l'opération raterait, puisqu'elle n'avait pas accepté la parole des esprits. Donc c'était inutile d'aller à l'hôpital. Voilà, c'est le raisonnement de tous mes pumas. Je n'irai à l'hôpital que lorsque les esprits seront satisfaits. Comme elle ne voulait pas être sacrée, donc c'était terminé. Et Namiko a fini par décéder, bien sûr. Je ne sais pas si c'est de cela ou d'autre chose, mais je reconnais que ça a été quand même un grand choc. Et puis rapidement, à ce moment-là, depuis les 90, en fait, je suis des étudiants. Ça va nous amener vers des petites parenthèses, mais en 97 ou 18, l'INALCO me demande d'entrer en piste quand même, là, et donc d'enseigner 2 cours. Donc bien sûr, il y en a une, c'est les religions populaires en Asie, vous avez bien compris, c'est chamanisme et possession. Je ne sais pas faire autre chose. J'étais complètement investie là-dedans. Donc, je donne mes cours et j'ai de très bons étudiants, dont un que je viens de revoir il n'y a pas longtemps, qui est sur le Laos, Grégory. J'avais une autre étudiante, Emma. Emma travaillait sur le chamanisme chez les Khmous.
au Laos. Alors là, ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en vacances, on va au Laos, bien évidemment. Et on va où? On va chez les Khmous. Et puis, voilà, donc j'essaie de voir, mais pas plus que cela, mais je veux voir le terrain. Et puis, j'ai un autre étudiant qui travaille sur les enfants tibétains réfugiés au Ladakh. Eh bien, on va aller les voir. Donc, on a passé aussi un peu de temps dans cette école. Voilà, mais ce ne sont pas des terrains à proprement parler. Hein. Ce sont des petites incises qui ne font que je voulais comprendre le terrain de mes bons étudiants. Donc j'allais là où ils travaillaient, même si c'était que 15 jours, c'est pas grave, mais au moins je m'imbibais un peu de leur terrain. J'ai gardé un petit peu de contact, mais pas avec tous. Et puis j'ai participé à un colloque en 93, je reviens un petit peu en arrière, à Budapest, qui était l'ISSR, par l'ISSR, où était Robert, bien sûr, et Ropal, hein, donc, le hongrois. Et donc, c'était en 93, c'était à Budapest, 95, c'était à Osaka, et à Nara, Nara. Et 97, à Chantilly, c'était Robert qui organisait. Et en 93, donc j'avais parlé de la langue rituelle, parce que ça y est, j'étais dedans là. Je commençais à cerner les paires, les assonances, les allitérations, les anaphores, le tuilage. Je commençais à cerner tout ça. Donc j'ai fait mon exposé là-dessus, ça avait d'ailleurs beaucoup amusé. Et puis ça a été publié dans les cahiers de littérature orale de l'INALCO, qu'a vu une dame qui est française, Elisabeth Zetoun, qui est française d'origine, mais qui vit à Taïwan depuis presque 30 ans, qui a d'ailleurs 2 enfants à Taïwan, et qui vient d'ailleurs d'avoir avec beaucoup de fierté la nationalité taïwanaise. Et c'est une linguiste, mais une très bonne linguiste. Elisabeth c'est sûr, c'est la meilleure linguiste des langues de Formose aujourd'hui. Elle les domine. Monsieur Audricourt disait, je manipule 150 langues. Eh bien, Elisabeth manipule toutes les langues de Formose. Elle est aujourd'hui la meilleure, c'est sûr. Donc, elle m'écrit un petit mot et elle me dit, Madame, je voudrais vous rencontrer. Votre travail m'intéresse. Je ne lui réponds pas, parce qu'elle était à l'Institut de linguistique de l'Academia Sinica, c'est-à-dire les plus hauts niveaux de linguistique à l'Academia Sinica. Alors non, moi je ne monte pas sur un tel trône, hein, ça je ne peux pas. Je ne suis pas linguiste, donc je pose la lettre sur mon bureau. Nous étions encore à Paris. Et Gérard passait à côté de mon bureau, il me disait, tu n'as pas répondu à cette dame. Non, je ne répondrai pas à cette dame, je ne suis pas linguiste. Donc j'ai laissé passer tout le temps. Et un jour, coup de téléphone, Elisabeth était de passage à Paris, et bien sûr, elle avait trouvé mon téléphone, et elle me dit, je veux vous rencontrer. Et là, vous ne résistez pas à Elisabeth Zetoun, c'est pas possible. C'est une très grosse travailleuse, et elle est excellente en plus. Et elle me dit, ben voilà, il faut faire quelque chose de vos matériaux. Moi, il y a les archives, je crois qu'elle avait déjà lancé les archives. Il faut que tout cela revienne sur Taïwan. Il faut que ça revienne à Taïwan. Elle a raison. Elle a totalement raison. Alors je lui dis, mais vous savez, je ne suis pas linguiste. Je ne suis pas linguiste. Je ne peux pas tout ça. Et alors elle me dit, si, vous avez quelque chose, il faut le faire. Donc Elisabeth se débrouille pour avoir des missions par le Conseil national scientifique de Taïwan. Et à partir... Alors, j'allais déjà régulièrement, j'ai oublié de le dire, depuis les années 97-98, je crois, à l'Institut d'ethnologie, ce qui était beaucoup plus logique. J'étais invitée régulièrement à l'Institut d'ethnologie, où je faisais des interventions, bien sûr. Ça, j'ai oublié de le dire. Et donc, Madame Elisabeth Zetoun me dévoie. Hop, c'est par ici qu'il faut venir maintenant. Hein. Donc, je me retrouve donc avec des missions à l'Institut de linguistique. Et je peux dire qu'elle a sauvé, effectivement. C'est elle qui est à l'origine. Sans elle, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire. Je vais me déplacer sans bouger la chaise. Voilà. C'est quand même grâce à elle que ça s'est sorti. Tous les textes rituels
ont été publiées. Et bien sûr, Madame Zetoun a une façon de travailler qui est linguistique, hein, je ne veux pas faire autrement, en une analyse morphophonémique de chaque mot. C'est-à-dire extraire la racine, donc donner son sens, et ensuite elle m'avait donné les termes, comment faire pour les affixes, chaque affixe, elle m'avait donné tout cela. Et là, grâce à elle, donc je me suis enfermée dans un appartement que l'Institut met à notre disposition. Je me suis enfermée là, et de 7h30 du matin à 17h, je capitulais, j'allais à la piscine. Et là, je faisais toutes mes analyses morphophonémiques, mot par mot, mot par mot, mot par mot. Mais la langue rituelle, ce n'est pas la langue véhiculaire, d'accord? Donc, il y a dedans, il y a bien sûr des textes, comme ça fonctionne par paire. Il y a un mot qui est un mot à peu près courant aujourd'hui et connu. Pakaladam, ça veut dire faire une information. Hein? C'est un causatif, l'adam, c'est informer. Mais pas c'est le tout. Ah oui, c'est pareil, c'est informer. Mais c'est pas du tout ça. Ça veut dire claquer 2 grands couteaux l'un sur l'autre. Ah oui, mais quand elles claquent leurs couteaux, c'est qu'elles elles informent. Mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Alors, en plus, dedans, donc il y a des termes anciens. Oh, c'est des vieux termes qu'on ne connaît pas. Donc, il ne faut pas me dire ça. Il ne faut pas me dire ça, parce que là, je vais chercher. Et donc là, j'ai dépouillé tout le monde. John Wolfe, qui avait fait un très bon article sur les racines monosyllabiques de l'austronésien, ce qui était très intéressant. C'est là que j'avais trouvé que dans les textes, il y avait dum-dum pour le cœur. Et je pensais que c'était dum-dum et que c'était une onomatopée au départ. Mais pas du tout, c'est un monosyllabisme qui est dum, le cœur. Donc c'est un terme ancien, archaïque. Donc il y a eu John Wolfe, il y a eu Raleigh Ferrell avec son Paiwan, il y a eu bien sûr Blust qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Vous connaissez Robert Blust? C'est le grand austronésien, linguiste sur l'Austranésie. Il est à Hawaï. C'est à Hawaï qu'il y a la pépinière et à Canberra. Donc, il a fait le ACD, Austronesian Comparative Dictionary. C'est un miracle, ce travail. Il y a passé certainement sa vie. Et c'est un homme très, très gentil que j'ai rencontré. Je lui ai écrit en lui disant « Puis-je utiliser votre ACD ?» Il me l'a immédiatement envoyé sur ordinateur. Il m'a dit « Tant que vous voulez. Allez-y, c'est là pour être utilisé. » Donc j'ai fouillé et j'ai retrouvé des termes dans d'autres langues, dans le proto-austronésien. Ça a été une mine et j'étais contente quand je trouvais un terme. Alors je pouvais passer une semaine sur un mot, je passais, mais ça me turlupinait sans arrêt, ça me passait dans la tête. Comment il faut que je le trouve, celui-là, il faut que je le trouve. Alors je cherchais. Alors je cherchais chez mes voisins, je cherchais à Katipo, je cherchais chez les amis à côté, chez les Paiwan bien sûr avec le dictionnaire de Raleigh. Et je cherchais, quand j'en trouvais un, je faisais des sauts. Je me rappelle un soir, j'ai téléphoné à 21h à Elisabeth. Je ne suis pas sûre qu'elle était très heureuse d'ailleurs, enfin bon, je ne pouvais pas. Et ça a été une immense joie. Alors avec des allers-retours, Taipei, Puyuma, Taipei, Puyuma, pour être sûre que j'avais bien le bon phonème, la bonne phrase. Et alors là, c'était très difficile, parce que qui pouvait faire cela ? Bien sûr, Thomas Tao Chetiang, il était officiant. Mais les invocations des officiants et des chamans ne sont pas les mêmes. Donc, il fallait que j'aille voir une chamane. Qui pouvait vraiment m'aider en utilisant les 2 langues, chinois et Puyuma? C'était Irubai, la jeune. Mais Irubai est une chamane, une puriste. C'est une puriste. Donc, la première fois, j'ai encore fait une faute, bien évidemment. J'arrive avec mes textes, avec donc les mots surlignés pour qu'elle m'aide, et je lui dis « Ah, Irubai, ça, là, ça, non, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle dit rien, elle commence à me répondre, un mot, 2 mots, et tout à coup, je la vois qui commence à partir. Elle part, et je me dis « Mince, ça y est, j'ai encore fait une bêtise. » Je comprends très bien, je cours chercher un verre de vin, je prends Irubai, je la mets devant la porte, je lui mets le verre dans la main et elle commence à dire aux esprits voilà, je suis en train de parler de vous, etc. Mais c'est l'étrangère, ne nous en voulez pas. C'était fait. Mais bon, après ça, je n'ai plus fait de bêtises. Hein. Quand j'y allais, je disais bon, Irubai, on va informer les esprits que je suis là. Hein, parce que
on va avoir un problème. Donc, je disais pas, on va avoir un problème. J'ai peur que les esprits viennent. Donc, ça a été aussi un gros travail. J'ai mis 3-4 ans à faire cela. J'avais déjà commencé avant d'aller voir Elisabeth Zetoun. J'ai toujours essayé de respecter, bien sûr, le rythme, les phrases, comment elles étaient faites dans les traductions ensuite littéraires, hein, bien sûr. C'est un travail qui va me servir parce que je vais le réutiliser plus tard, parce que j'ai découvert qu'à l'église, où je vais retourner quand même, eh bien à l'église, il y avait un Puyuma, Takamori, qui était connu comme quelqu'un qui connaissait bien sa culture, et un peu en opposition, en adversaire de Tomomo Tao Shettiang. Je n'avais pas trop le droit d'aller voir Takamori quand Tomomo Tao Shettiang était vivant, mais quand il est décédé, là, je suis allée librement voir Takamori, et je lui ai dit, mais j'ai appris que tu étais le traducteur à l'église. C'était un converti de la première heure. Hein. Et en fait, quand il allait à l'église, le prêtre parlait en chinois, mais les vieux Puyuma ne comprenaient pas. Donc, vous savez, ce sont des éponges, ces gens-là. Ils vont aussi bien à l'église que voir les chamans, hein, ça ne les gêne pas. Donc, ce que j'approuve totalement, je trouve ça très bien. Et pour traduire ce que le prêtre disait, il ne parlait pas en Puyuma véhiculaire. Qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il reprenait les invocations des femmes chamanes. Et j'ai publié dans Mousson, j'ai retrouvé ça en 2010, ça vous intéresse, je vous le donnerai, et je montre qu'il reprend les pères des chamans. Alors, bien sûr, il y en a qui vont changer, varier, puisqu'il y a Dieu de Maui qui a été introduit avec eux, etc., etc. Mais il reprend absolument pour que les vieux ne soient pas perdus par rapport au texte des chamans. J'ai trouvé ça formidable, donc j'en ai fait un article aussi qui a été publié dans Mousson. Donc, tout sert. Je dis que quand on fait de la recherche et qu'on a de l'observation, ben on arrive un jour ou l'autre à absolument tout utiliser. Donc, mes textes rituels, en fait, sont aussi avec le dictionnaire. Donc, on va peut-être parler du dictionnaire après. Donc, en parallèle des textes rituels qui ont été très, très bien accueillis à l'Academia Sinica, hein, c'était la première fois qu'un tel travail était fait. Donc le Conseil national scientifique me donnait des missions, parfois 2 par an. Je pouvais aller 2 mois, 3 mois, 2 mois. Je crois que j'aurais demandé d'y être avis, c'était très bien. Donc en même temps que les textes rituels, j'avais toujours eu comme principe le premier appelé dictionnaire de l'EFEO. J'entrais dedans et je mettais mes cahiers dedans, tout ce que je complétais, parce que j'avais énormément complété. Hein. Et Elisabeth Zetoun, qui est insatiable et qui a toujours plein d'idées, elle m'a dit « Ah non, Josiane, vous devez reprendre votre dictionnaire. Vous avez trop de matériaux là qui sont en jachère. Il faut refaire, il faut le reprendre complètement. » Alors, très bien. Mais à peine on termine quelque chose qu'il faut repartir avec elle. Et donc, j'ai commencé à reprendre tout ce que j'avais, puis à retourner sur le terrain. Et là, ça a été, bien sûr, une fois de plus, pas du tout le même travail qu'en 91, mais alors pas du tout. D'abord pour différentes raisons. C'est que là, j'ai mis à chaque focus, j'ai mis des phrases d'exemple qui sont des phrases prises dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que comme je gardais toutes mes notes et que je complétais les FEO, le dictionnaire, donc j'avais tout là. Donc après ça, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait quand même retourner sur le terrain. Et les premières années, il y a eu des fautes dans le BFEO. C'est normal parce que je travaillais avec des gens, donc on a un L latéral, mais on a une rétroflexe. Auras, c'est pas aulas, c'est auras. Donc, il y a des glottales. Donc, le L peut être rétroflexe, le D peut être rétroflexe, le T. Donc, qu'est-ce que je faisais les premières années quand je voulais écrire quelque chose ? Je leur demandais d'ouvrir la bouche. Et je regardais dans la bouche si c'était une latérale ou si c'était une apicale, etc. Donc, c'était un peu contraignant, chronophage aussi, bien évidemment. Et donc, il y a eu des erreurs. Alors que là, je pense qu'il n'y en a pas, ou pas beaucoup en tout cas, beaucoup de coquilles, tout simplement parce que
il y a eu un nouveau prêtre qui venait de Katipol aussi, mais qui était Puyuma. Et lui, il a décidé de traduire les Gospels. Alors, il en a traduit 2 et demi. Il a traduit, je crois, Saint Matthieu. Il a traduit Saint Marco et Saint Jean à moitié, mais enfin, dans le désordre, hein, peut-être. Et donc, il réunissait 5 ou 6 Puyuma, parlant bien le Puyuma, bien sûr, qui parlait que le Puyuma ou quasi, dont Chiutz. Chiutz, parce que j'ai retrouvé Chiutz, à la mort de Tomamata Oshetiang, où allais-je habiter, parce que c'est son fils qui a repris la maison, mais il avait une fille, donc moi, je n'avais plus ma chambre. Donc, je suis retournée voir Chiutz, elle m'a dit, tu restes avec moi, moi maintenant j'ai une chambre, je suis à la retraite, on va rester toutes les deux. Donc c'était très bien, j'ai retrouvé Chiutz, qui là avait changé de position d'ailleurs. Elle avait changé de position et elle m'aidait beaucoup. Parce qu'elle était, elle, très bilingue hein, dans les deux. Mais je voulais absolument vérifier, mais chaque phonème en fait. Chaque phonème. Donc, je prenais un Puyuma, au bout d'une heure, j'en prenais un deuxième, au bout d'une heure, un troisième. Il ne fallait pas trop que je les épuise. Et donc, j'ai repassé des heures, des mois sur le terrain, de façon à éviter toute faute de phonème et à vérifier si toutes mes phrases étaient bien correctes. Je ne voulais pas de faute non plus de focalisation ou d'articles, de marqueurs de construction. Je ne voulais surtout pas ça. Conclusion, ça m'a demandé des années, puisque de 2007 à 2015 quand même. Et ça a été ça, cette publication-là, avec dessus cette très belle broderie que m'avait donnée Araitai, mais vous pourrez le reprendre tout à l'heure, m'avait donné Araitai, avait donné à Gérard, c'est une vieille broderie. Donc ça, ce sont des travaux où j'ai passé quand même beaucoup de temps à un bureau. Là, j'ai passé beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de temps sur le terrain, mais pas forcément à faire du terrain, à être sûr à collationner finalement, que ce que j'avais fait, c'était correct. Là, je voulais éviter le nombre de fautes quand même. Donc, les gospels, pourquoi les gospels ça a aidé? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, ils avaient appris ce qu'était une rétroflexe avec le prêtre. Ils avaient appris ce qu'étaient des rétroflexes. Et donc, eux, les rétroflexes, ils les écrivaient double L ou double D, double T. Donc, je travaillais avec ces Puyumalak, donc qui étaient des convertis, moi ça ne me gêne pas, et qui donc fréquentaient l'église, traduisaient, et ils me disaient Douaya, Douaya, 2L, Douaya L, Douaya Ti, Douaya Di. Alors c'était très drôle, j'avais même plus à regarder dans la bouche, c'était d'autant plus qu'ils mâchent le bétel, hein, donc c'était pas forcément joyeux. Alors, donc là, j'allais beaucoup plus vite quand même pour vérifier tout mon travail. Hein. C'était absolument évident. C'est tout ce que j'ai à dire. Le travail s'est terminé, il a été publié. Et j'étais bien contente. Je pense que d'autres le continueront parce que, ah oui, je vais quand même dire aussi, pas que, parce que il y a mon collègue et ami, c'est un ami aujourd'hui, un grand ami, Raleigh Ferrell, qui est un très grand linguiste. Il est américain, mais il parle 11 langues. Raleigh parle 11 langues. Il est, je crois, Carteron Cherokee. Il parle parfaitement le japonais, il parle parfaitement le Paiwan, le chinois. Et il a vécu pendant peut-être 20 ans entre l'Indonésie et la Malaisie. Donc il parle plusieurs langues de ces pays-là. Il était ami-élève de M. Audricourt, d'ailleurs. Et M. Audricourt m'avait déjà demandé, Raleigh, c'est pour ça que j'avais son dictionnaire, m'avait déjà demandé de le retrouver. Parce qu'il avait disparu quand il est parti en Indonésie, en Malaisie, il n'a plus jamais donné de nouvelles. Et M. Audricourt voulait le retrouver. Et donc j'avais fait des tas de démarches vers les États-Unis et tout pour le retrouver. Je ne le retrouvais pas. Et puis un jour, alors vous dire quand, en 2000 et quelque chose, en tout cas j'étais à Taipei, Elisabeth Zetoun pointe dans mon bureau et me dit « Raleigh Ferrell est de retour ». Il venait de lui envoyer un mot, et il émergeait à nouveau, il était rentré aux States, je crois. Et il l'a félicité pour un de ses travaux, et là, c'était un grand bonheur, parce que donc je me suis permise de lui envoyer, d'ailleurs c'est Raleigh qui a préfacé les textes rituels, et je me suis permise, en lui demandant sa permission, de lui envoyer mon dictionnaire, donc par charter, si j'allais dire. Et Raleigh a
tout vérifié, en posant des questions, en fait pas tellement forcément la langue, mais en posant des questions, qu'aurait fait certainement M. Audricourt. C'était le parfait disciple de M. Audricourt. Mon grand regret, c'est que M. Audricourt n'ait pas pu revoir Raleigh avant qu'il ne se quitte. Il adorait Raleigh. Et donc, il a tout corrigé. D'ailleurs, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé, il a tout corrigé, posant des questions et ceci. Puis ils m'ont renvoyé au Païwan. Et là, en Païwan, c'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu un ami, presque un demi-frère, un frère, quoi, pour moi. Et en 2012, quand j'ai eu terminé, avant que ça ne reparte vers les lectures, que ça ne parte vers les lectures, alors j'ai fait un aller-retour Saint-José pour rencontrer Raleigh, que je ne connaissais pas. Et j'ai passé une semaine avec lui pour le remercier. Parce qu'il vieillissait aussi, j'avais peur, et moi aussi. Donc, au moins qu'on se connaisse physiquement, quoi. Donc ça, c'est pour ça que je pense quand même aussi que c'est un bon travail, parce qu'il a été entièrement revu par ce monsieur, ce grand monsieur. Voilà, je crois que j'ai terminé sur ce que je veux vous dire. Je peux vous parler des oiseaux, oui, effectivement. Les oiseaux, bien, les Puyuma, d'abord ils apparaissent dans le mythe. On va en parler tout à l'heure dans le mythe, hein, c'est très important. Ce sont les oiseaux, ils sont à l'origine du système d'âge, hein, les oiseaux, il ne faut pas rêver. Et les Puyuma ne partaient jamais à la chasse avant d'avoir écouté les oiseaux. Et là, il faisait très bien le cri. Hein. J'ai publié là-dessus le cri, tel cri. Ah non, on part pas. Hein. Tel cri, on peut partir, mais on reviendra bredouille. Tel cri, ou alors en chemin. Ah non, là, il crie de la gauche. Non, on rebrousse chemin. Et les oiseaux avaient une grande importance pour eux. Oui, oui. D'ailleurs, Temama Tao Chetiang avait un oiseau en cage, de mémoire. Et qu'il sortait de temps en temps, mais il lui ficelait la patte parce qu'il avait peur qu'il parte. Oui, chez eux, ça avait de l'importance. J'ai pas plus travaillé sur les oiseaux que cela par rapport à la chasse, quoi. C'est un petit peu tout. Mais je l'ai surtout relié au mythe des classes d'âge. Voilà, ça je peux en parler. Chez moi, il n'y a pas tellement de végétales, sauf qu'elles utilisent des lysimaques que j'ai d'ailleurs gardées, parce que plus vous les gardez, plus elles se dessèchent et plus elles sont odorantes. Et donc, quand je suis partie un jour, il y a une des chamanes qui m'a donné ces lysimaques desséchés en me disant, et je les ai gardées à la campagne. Et elles se mettent, les lysimaques, ici sur l'oreille gauche. Si elles ne le mettent pas, elles vont devenir sourdes. Donc, c'est pas possible. Mais chez les Puyuma, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus que cela. Non. On l'a plutôt en Chine du Sud, où on a le pamplemousse qui est un fruit qui nettoie. Je ne parle pas de purification parce qu'on n'en est pas là, puis c'est un terme qui est connoté. Mais le pays des fleurs, où effectivement les enfants ont des âmes qui sont des fleurs, et s'ils meurent enfants, ils vont au pays des fleurs, ce que fait Sailan dans son rituel à Chinchi. Et quand ils deviennent adultes, ça devient une étoile. Et on voit bien dans le dessin qu'il y a au-dessus des autels chamaniques qu'il y a et des fleurs et des étoiles. Ça dépend qui on invoque. Et ce qui m'a fait intéresser dans ces fleurs, il y a le pont aux fleurs, donc il y a beaucoup de mentions de la fleur. J'avais lu Brigitte Berthier, qui elle travaillait en Chine du Sud et qui travaillait sur la ritualité en Chine du Sud, mais plutôt genre taoïsme, voilà. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce qu'elle aussi, elle a des fleurs. Elle parle des fleurs, des âmes fleurs, des âmes qui sont dans des pots à fleurs, etc. Et j'ai eu ça chez les Puyi, je l'ai eu chez les Punong, donc les Nong, parce que Zhuang n'est pas une ethnie, hein, c'est un collectif ethnique. Hein. Dans ce collectif ethnique, on a les Puyi, les Punong, les Puyai, les Puyai, etc. Donc, on dit toujours les Zhuang, mais ce n'est pas les Zhuang. Donc, en fait, je me suis posé la question, je terminais mon article là-dessus, la fenêtre ouverte, est-ce qu'il n'y aurait pas un substrat culturel dans tout ce sud de Chine qui n'était pas chinois avant l'arrivée au tournant de l'ère chrétienne et de la colonisation du sud par les Chinois du nord. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un substrat thaï, finalement, dans ce sud de Chine ? Qu'elle a chez les Chinois, apparemment.
mais que moi j'ai surtout, c'est les tailles. Donc c'était un substrat culturel. C'était juste une question que je posais. J'espère qu'il y en a d'autres. J'ai pas l'impression que quelqu'un ait repris ça au vol, mais ça peut être un chemin de recherche, oui, je pense.